J'ai vécu cette expérience à l'âge de 26 ans. J'avais un petit garçon qui avait 22 mois et donc j'ai mis au monde une petite fille. Voilà. Je me rappelle à ce moment-là, quand j'ai mis au monde Catherine, on m'a dit, donc le personnel médical, que tout s'était bien passé. Mais le gros problème, c'était qu'il était resté du placenta. Et donc, je me rappelle que le médecin, ça ne venait pas, ça sortait pas, et donc il a pesé sur mon ventre pour expulser le placenta. Et je le vois encore après, le placenta dans les mains, bien regardé de tous les côtés à la fois. C'est pour ça que je ne peux rien dire. Puis voilà, tout était parfait. Tout était parfait. Donc, mais pendant les 10 jours que je suis restée donc à la maternité, il y avait donc une sage-femme qui est venue me voir plusieurs fois en me disant que mon état l'inquiétait un peu parce que je remettais beaucoup trop de sang, ce n'était pas normal, et d'en parler à mon médecin traitant. Et c'était encore le temps où les médecins traitants venaient faire, comme on dit, des visites de courtoisie. Voilà. Et donc, il était venu me voir à la maternité. Évidemment, je lui avais dit, vous savez, docteur, voilà, je perds beaucoup de sang. Oui, mais vous avez la température? Bon, j'ai justement un tempérament où, en principe, je ne fais pas de température, c'est très rare. Alors, il m'a dit, bon, je lui ai dit, mais par rapport à mon garçon, oui, mais vous savez, on ne peut pas comparer 2 accouchements, 2 enfants. On va voir un petit peu, on va attendre un petit peu. Donc, je suis rentrée chez moi. J'ai eu une chance, mais extraordinaire, c'est que mon mari avait demandé 3 semaines pour m'aider avec 2 petits-enfants. Voilà. Et la veille du jour où donc il devait retravailler, j'ai fait une très grosse hémorragie. Et donc, je me suis retrouvée, je me rappelle que je n'étais pas à cette maison-là, à ce moment-là. Ça s'est passé le soir. Donc, mon mari a appelé le médecin, qui n'était pas là. Sa femme a dit, vite, vous l'emmenez à l'hôpital. Maman m'avait repassé du linge qu'elle avait laissé sur le fauteuil. J'avais encore une pile de draps. C'était au mois de janvier, il faisait très froid, un manteau sur le dos, un drap plié entre les jambes. Et me voilà partie donc à l'hôpital. Et à l'hôpital, je n'avais pas de billet de rentrée, rien du tout. Donc, j'ai passé un temps fou pour aller d'un service à un autre. On m'a mis sur un fauteuil roulant. On me demandait de pousser les portes à vantaux devant moi. Je n'en avais plus la force, plus du tout. Et j'ai quand même eu la curiosité de me regarder. Et malgré le drap que j'avais entre les jambes, on me suivait à la trace. Et j'étais dans un état de faiblesse extrême, mais sans avoir aucun mal. Tout était doux. Je me suis dit, mais quand on va s'occuper de moi, il n'y aura plus personne. Et puis bon, finalement, donc on m'a accepté dans un service, on m'a pris ma tension. J'avais 5 de tension. Donc on m'a mis dans une chambre, les pieds surélevés, la tête un peu en bas, en me demandant de ne pas dormir la nuit et qu'on viendrait me rechercher le lendemain pour me faire un curetage. Certainement qu'il y avait quelque chose comme ça, quoi. Et quand j'ai eu 9 de tension le lendemain, on est venu me chercher. Et donc, je me rappelle encore, dans la salle d'opération, j'ai vu le chirurgien avec son masque et le bistouri déjà à la main. Et quand je l'ai vu avec son bistouri, il ne faut pas oublier que j'avais 26 ans à l'époque, la seule chose que j'avais peur qu'il m'opère et que je ne sois pas suffisamment endormie. Voilà. Et je lui ai dit, docteur, surtout si vous devez m'opérer, attendez bien que je sois endormie. Comptez mon petit. Je me rappelle qu'il m'a dit, comptez mon petit. Et je me rappelle avoir compté jusque 7. Alors après, plus rien. Alors, avec, si vous voulez, je ne sais pas si j'ai vécu mon expérience tout au début de cette opération, puisqu'on a dû me faire une hystérectomie d'urgence. Donc, au départ, on voulait faire un curetage, mais pendant ça, une seconde hémorragie s'est déclarée. On a dû me faire une hystérectomie d'urgence, c'est-à-dire l'ablation de l'utérus. Et donc, j'ai vécu cette expérience pendant cette opération. Alors, je ne sais pas si c'est au début, comme je viens de le dire, ou en cours d'opération, mais à un certain moment, je me suis pas sentie sortir de mon corps. Mes premiers souvenirs, c'est quand j'étais au plafond et que je voyais de tous les côtés à la fois. Et surtout, ce sentiment mais incroyable d'exister en dehors de mon corps.
On est tellement identifié à, à, à ce qu'on est, quoi, à notre corps, à notre intelligence, à nos émotions. Et voilà, on est ça, quoi. Je suis Nicole parce que je me suis toujours sentie, mais vivre au-delà, se regarder. Et là, plus tard, j'ai essayé, bien sûr, d'expliquer tout ça à mes enfants. Et, et, et j'ai essayé aussi d'expliquer le plus simplement possible cette expérience aux gens pour qu'ils puissent quand même comprendre. Et je me disais, imaginons que nous soyons une voiture. L'important, ce n'est pas la voiture, ce n'est pas la carrosserie, c'est le chauffeur à l'intérieur. Alors, pour plus de compréhension, mon chauffeur était au plafond. Une fois, il m'est arrivé plus tard, après cette expérience, il m'est arrivé de sortir de mon corps. Voilà. Et je m'en suis aperçue. C'était avant de m'endormir. J'avais essayé, j'avais entendu dire justement qu'on pouvait sortir de son corps en essayant de se décontracter, en faisant des respirations. Et j'avais essayé. Et puis, ça s'est produit. Je me suis retrouvée dans une maison. C'était un petit peu comme un café où les gens chantaient. Il faut savoir que notre maison actuellement, il y a peut-être 80-100 ans, c'était un café. Alors, je ne fais pas la relation, mais qui sait, c'était un café. Et les gens chantaient. Et je me suis dit, si j'étais musicienne, je serais capable de noter les notes de musique pour cette chanson, de la retrouver. Et d'un seul coup, je prends conscience que je suis sortie de mon corps, quoi. Je me regarde, j'étais dans mon lit, je prends conscience de ça. Et j'ai eu tellement peur que je suis rentrée en 4e vitesse. Et donc, je pense que oui, cette histoire, quand je me suis retrouvée au plafond, que je n'étais plus dans mon corps, quelque part, il y a, si vous voulez, rien que de vivre une OBE, une sortie de corps, on a tout de suite la preuve qu'on n'est pas simplement qu'un corps de chair. Voilà. Après, je pense que l'expérience que j'ai vécue, par sa transcendance, c'était quelque chose encore d'autre. Mais je ne dis pas que certaines OBE ont peut-être aussi cette transcendance, je ne sais pas. J'avais fait cette expérience-là, bon, je m'étais retrouvée dans ce café-là, ça m'est arrivé 2 fois, et une autre fois, j'étais sortie de mon corps et je savais que je survolais l'Atlantique, et je me suis retrouvée dans un pays d'Amérique latine que je ne sais pas, et il y avait beaucoup de couleurs, il y avait des fleurs, les gens chantaient, c'était une fête. Et je me suis rendu compte aussi, j'ai dit c'est magnifique. Et puis, mais si vous voulez, j'ai le souvenir, bon, je suis rentrée dans mon corps après, mais oui, bien sûr, j'ai fait du chemin, j'ai fait de la distance, mais je n'ai pas éprouvé, à part ce sentiment d'émerveillement, de rencontrer d'autres cultures, etc., je n'ai pas éprouvé dans ces voyages OBE, qu'on peut dire, la transcendance que j'ai eue de l'autre côté. Pour moi. Pour moi. Hein. Je me rappelle que je me suis regardée, donc j'étais étendue sur la table d'opération, j'avais des tuyaux de plastique qui me sortaient du nez, etc. Et je me suis regardée, j'ai dit, mais qu'est-ce que t'es moche, ma fille. Parce que vous savez, à 26 ans, sans être une beauté pour autant, quand on est jeune, on a la jeunesse pour soi, quoi. Et donc, ça allait, il y avait mieux que moi, comme je dis tout le temps, mais il y avait pire que moi, donc ça allait. Mais là, je n'étais pas du tout à mon avantage, j'étais même cadavérique, mais ça n'avait déjà plus d'importance, le fait que j'étais comme ça dans cet état-là, parce que je prenais conscience que ce corps-là, c'est comme un vêtement qu'on met sur un porte-manteau ou sur la chaise, quoi. Le vêtement, c'est pas nous. Et j'entendais le chirurgien qui disait « Vite un flacon de sang ». Alors heureusement, c'était à l'ancien hôpital, heureusement finalement que ça s'est trouvé à l'hôpital. Alors je voyais donc le personnel médical qui s'affairait dans une pièce à côté, qui revenait avec un flacon de sang. Tout de suite, vite, encore un autre flacon, encore un autre flacon. J'ai su plus tard que j'avais dévalisé la banque du sang de l'hôpital. Donc voilà, et à un certain moment, j'ai entendu le chirurgien qui a dit « Elle me pète entre les mains ». Et ça, c'est important, parce qu'un mois après, j'ai pu vérifier que c'était vrai. Parce qu'un mois après, donc entre-temps, j'étais rentrée chez moi,
un mois après, c'était ma première sortie. J'allais encore faire une transfusion de sang donc dans un laboratoire. D'ailleurs, le laboratoire m'a dit: «Madame Dron», je dis: «Oui». «Madame Dron, sachez que vous avez dévalisé la banque du sang de l'hôpital», parce que c'était lui qui était directeur du service de laboratoire à l'hôpital. Donc voilà, je sors de chez lui, je vais donc dans un magasin faire des emplettes. Tout de suite, il y a une petite jeune femme qui vient me dire: «Bonjour la petite ressuscitée». On m'appelait comme ça à l'hôpital, hein. Alors: «Madame, mademoiselle, bonjour, mais excusez-moi, je ne vous connais pas». Alors elle me dit: «Moi, je vous connais bien parce qu'elle assistait le docteur, elle est infirmière, pour mon opération». Alors quand j'ai su ça, je lui ai demandé plus de renseignements parce qu'on avait dit à mon mari à ce moment-là que je revenais de loin, mais que tout danger semblait écarté, etc., etc. Alors je lui ai dit: «Bon, je sais que j'étais cliniquement morte, n'est-ce pas?» Alors elle se taisait, elle ne disait pas, et j'ai compris plus tard parce qu'elle n'avait pas le droit de dire quoi que ce soit. Alors je lui ai dit: «Écoutez, c'était grave mon expérience, ce que j'ai vécu». Je dis: «J'étais de l'autre côté». Oh, elle me dit: «Bon, puis après tout, vous êtes revenue», elle me dit, hein. «Donc je peux en parler?» Elle dit: «Oui, vous avez été cliniquement morte». Je dis: «Combien de temps?» Elle m'a dit: «Environ 45 secondes avec électrocardiogramme plat». Elle me dit: «Mais vous savez, vous avez fait peur au chirurgien». Alors d'après elle, je me souviens plus exactement le terme exact qu'elle a employé, j'aurais dit, qu'il avait dit: «Elle me pète entre les mains» ou «Elle me claque dans les mains». Hein, c'est pour ainsi dire pareil. Je ne suis pas restée très longtemps dans la salle d'opération. Tout bêtement, j'ai pensé à mon mari. Mon mari et mon beau-père étaient dans ma chambre quand on m'a amenée de ma chambre dans la salle d'opération. Et mon mari m'avait dit: «T'en fais pas, tu sais, tout va bien se passer, on t'attend dans la salle d'attente». Donc je pense à lui, je me trouve instantanément dans la salle d'attente, je prends conscience de traverser les murs. Alors souvent on me demande: «Mais comment ça fait quand on traverse les murs?» Je n'ai senti aucune résistance. Je ne savais d'ailleurs même pas ce qui allait m'arriver, donc je n'avais aucune appréhension, quoi. Disons, ça c'est fait. Et c'est seulement après qu'on se dit: «Mais comment est-ce possible?» Parce que même si on va faire des études supérieures en université, en faculté, et cetera, les études, elles sont souvent soumises à notre capacité intellectuelle, et cetera. On a C'est pour ça qu'après une telle expérience, j'ai été très intéressée par d'autres connaissances, c'est-à-dire par la composition spirituelle de l'être humain, l'anatomie spirituelle de l'être humain. Je sais maintenant, on en reparlera, qu'on n'est pas qu'un corps, qu'on n'est pas qu'une intelligence et que des sentiments. Il y a des paliers au-dessus. Mais pour ça, il faut accepter l'idée, eh bien, qu'on a une énergie consciente en nous qui a d'autres propriétés. Voilà, mais justement pour moi après c'était très, très important ça. Alors je me trouve dans cette salle donc d'attente de l'hôpital, je n'y avais jamais mis les pieds. Je ne connaissais même pas le chemin qu'il fallait emprunter dans les hôpitaux pour y aller. Ce qui est étrange, je pense à mon mari, je suis près de mon mari. Je traverse les murs, j'y pense, je suis près de lui. Et là, je me rends compte que pour une salle d'attente, il n'y a ni banc ni chaise. Alors, je raisonnais encore très, très au point de vue conscience terrestre à ce moment-là. Et je me suis dit: «Mais c'est bizarre quand même, donc c'est peut-être un jour de grand nettoyage où il y a peut-être des travaux, tout ça». Et alors, je vois mon mari et mon beau-père voilà, qui faisaient les 100 pas. Je les regarde. Et vous voyez, je parle, je vous regarde, vous me regardez. Je sais très bien que je ne suis pas transparente pour vous. Tandis qu'eux, non. Je faisais tout pour capter leur attention. J'ai fait des coucous, j'allais à droite, à gauche. Je ne pouvais pas faire de bruit parce que je n'avais pas la faculté de faire du bruit. Mais tout ce que j'ai pu faire, je l'ai fait. Et ils ne me voyaient pas. À certains moments, j'ai mis ma main sur la main dans le corps où j'existais, bien sûr, hein, sur l'épaule de mon beau-père. Et là, je me suis dit: «Qu'est-ce qui t'arrive, ma fille?» Parce que ma main a traversé son corps. Je ne comprenais pas. Je voulais le rassurer parce que je me suis rendu compte que, bon, je voulais d'abord
interpeller mon mari qui me voit, quoi. Parce que pour moi, je ressentais comme une sorte de désespérance. Et je me mets à la place des gens qui sont définitivement morts, qui n'ont pas eu la possibilité de revenir comme je l'ai eu, qui sont définitivement morts. Ces personnes-là voient leur famille, leurs amis autour d'eux. Lui, cette personne-là est plus vivante que jamais. Elle essaie de se manifester en vain. Et suivant, bien sûr, la foi des gens qui sont là ou pas du tout, eh bien, automatiquement, si les personnes pensent que, eh bien, quand on est mort, il n'y a plus rien, etc., c'est pour la personne qui est plus vivante que jamais, c'est terrible, hein, c'est désespérant. C'est comme si on la faisait mourir 2 fois quelque part. Et j'étais dans ce truc-là. Et j'avais ce sentiment que tout en étant moi, j'ai jamais perdu la notion d'être moi, mais j'avais cette faculté de tenir plus de place que dans mon corps terrestre et de pouvoir pénétrer tout ce qui était. Et j'étais dans le cœur de mon mari. Je ne peux pas dire que j'étais dans son cœur physique, hein, c'est pas du tout ça que je veux dire. Je ressentais tout ce qu'il pensait, tous ses sentiments et tout ça. Plus tard, je lui ai dit, tu ne te faisais pas beaucoup de soucis quand même, hein, pendant que j'étais opérée. Ben, il m'a dit, pourquoi veux-tu que je me fasse du souci? Je te savais en très bonne main, tu y allais pour un curetage, bon, il y a des opérations évidemment beaucoup plus importantes que ça. C'est simplement quand le chirurgien est venu, les bras pleins de sang, lui demander l'autorisation de m'enlever l'utérus parce qu'après je ne pourrais plus avoir d'enfant. À ce moment-là, on demandait encore l'autorisation. Hein. Que là, il a compris la gravité de la situation, mais auparavant, c'était une opération banale pour lui. Il faut savoir que lorsque j'ai rencontré mon mari avait 23-24 ans, moi j'avais à peine 17 ans. Quelques années auparavant, mes beaux-parents avaient perdu leur fils aîné à 25 ans d'une noyade. Il s'était noyé en essayant de sauver un camarade qui se noyait aussi, et tous les deux ils sont restés. Donc c'était un drame dans la famille de mes beaux-parents. Ils ont reporté toute leur affection sur celui qui restait, mon mari qui n'avait que 14 ans à l'époque. Et plus tard, quand j'ai fréquenté mon mari, je n'ai rien à dire, j'ai ressenti tout de suite qu'ils avaient une grande affection pour moi, mes beaux-parents. Ça, je ne peux pas dire le contraire. Mais malgré tout, j'étais celle, du moins je le ressentais comme ça, j'étais celle qui leur prenait celui qui restait, quoi, quelque part. Alors, combien de fois je me suis dit, oui, ils disent qu'ils m'aiment bien, mais quelque part, ils ne m'aiment que suivant ma capacité de rendre leur fils heureux, quoi. Et j'en avais de la peine. Et là, mon mari, je me rendais compte que lui ne se faisait pas de soucis, quoi, parce que plus tard, il m'a dit dire que je vais entendre ça jusqu'à la fin de ma vie. J'aurais dû me faire du souci pour toi à ce moment-là, j'aurais été tranquille. Mais c'est normal, il était plus jeune, et lui, mon beau-père avait une 60aine d'années, évidemment plus d'expérience. Il se faisait beaucoup de soucis pour moi. Il se demandait si ça allait bien se passer. Il se projetait, même si ça n'allait pas, les enfants qui sont orphelins, etc. Et c'est pour ça que je me suis approchée de lui, que je lui ai mis ma main sur eux, pour le rassurer quelque part. Mais bien sûr, il ne l'a pas senti. Il y a quelque chose aussi, quelque chose qui pour moi était très important, ça peut paraître banal pour certaines personnes, c'est qu'avant de me trouver dans ce tunnel de lumière, au moment où j'étais encore dans la salle d'attente de l'hôpital, je pense à mes enfants. Alors la veille, quand je suis allée à l'hôpital, ma belle-mère qui habitait à 50 mètres de chez moi, elle était là, je lui ai confié mon petit garçon Thierry, qui avait 22 mois, en lui disant « Maman, surtout, si je ne suis pas rentrée demain, parce que moi j'étais, vous savez, à 26 ans, je pensais que j'allais faire un petit aller-retour, puis c'est tout. Hein. Surtout, vous lui donnez bien son repas, donc son déjeuner, non pas à 12h30, non pas à midi, mais à 11h30. Parce que les mamans, tant que l'enfant n'est pas assez grand, c'est les mamans qui se mettent à la disposition de l'enfant. J'avais bien remarqué qu'à midi, eh bien pour lui, c'était presque le moment de la sieste, sa tête tombait dans son assiette, alors qu'à 11h30, il mangeait avec bon appétit, vous voyez. Donc voilà. Alors ma belle-mère me dit, mais vous savez bien que j'ai bien m'en occuper, ma fille, partez tranquille. Puis c'est une bonne grand-mère, bon c'est tout. Et ma fille, elle, tout ça au dernier moment, on l'a conduite chez mes parents.
Et mes parents avaient déménagé 8 jours auparavant, c'est au mois de janvier. Il faisait un froid incroyable dans une grande maison et ils n'arrivaient pas à chauffer la maison. Et papa et maman avaient très peur, même en emmitouflant bien la petite, qu'elle eut froid, etc. Et donc, ma petite fille avait été confiée du coup à une tante à mon mari. Et bien sûr, papa et maman faisaient tout ce que les parents pouvaient faire pour les enfants. Bon, elle faisait à manger à mon mari, enfin mon passage et tout ça. Bon. Et moi, je pense à mes enfants. En pensant à eux, je me trouve directement chez ma belle-mère. Je n'ai pas eu le sentiment de sortir de l'hôpital, de traverser la ville. Pas du tout. Je pense à mon garçon. Je suis près de mon garçon, instantané. Il était en chaise haute. Ma belle-mère était en train de lui donner son repas et sa tête tombait dans son assiette. Et je me suis dit, mais pourtant je lui ai dit hier, mais sans lui en vouloir, vous savez, simplement, bon ben, la matinée, je suppose qu'elle avait été très mouvementée par ma faute. Et donc, je pense que je suis rentrée en salle d'opération vers 12h30. Donc, vous voyez, il est à peu près cette heure-là. Voilà, je pense à ma petite fille qui devait se trouver chez mes parents. Je me trouve instantanément chez papa et maman. J'entends maman qui dit à papa, alors le matin, mon mari lui avait amené le drap qu'on avait mis entre mes jambes, qui était maculé de sang. Maman l'avait plusieurs fois mis dans l'eau, il y avait toujours autant de sang. Et maman a dit à papa, tu ne te rends pas compte? Dans quel état elle doit être, Nicole? Elle s'est vidée complètement. Et plus tard, quand je leur ai dit, c'était vrai. Puis après, je ne sais pas comment ça s'est fait. Je me suis trouvée dans un abîme de ténèbres, de silence. Mais alors, je dis toujours que même si on s'enferme dans sa chambre, qu'on ferme bien tous les volets, qu'il n'y a pas arrêt de lumière, on peut se dire, bon, voilà, on est dans l'obscurité la plus complète. Ça n'avait rien à voir avec le sentiment que j'ai eu, parce que c'était un néant, mais maintenant, j'aurais des mots pour dire à l'échelle cosmique, etc. C'était un néant universel. Et de me sentir seule au monde, dans ce néant universel, même si ça n'a duré qu'une fraction de seconde, ou quelques secondes, déjà j'étais hors du temps, pour moi ça a été quelque chose de douloureux, parce que, mon Dieu, est-ce que je vais continuer à vivre en étant seule au monde comme ça? J'aurais tout donné pour voir une lumière, pour entendre un son, j'aurais tout donné pour ça. Mais sur le coup, et j'ai eu peur que ça dure, mais et je me suis rappelé à ce moment-là ce qu'on m'avait appris quand j'étais jeune, que j'allais au catéchisme, j'étais élevée dans la religion catholique. Donc on nous disait qu'on vivait jusqu'à la fin des temps. Quand on mourait, on vivait jusqu'à la fin des temps, jusqu'à la résurrection finale. Et je me suis dit, mais c'est drôle que tout ça me revient, comme quoi tout est inscrit en nous quelque part. Mais qu'est-ce que c'est la fin des temps et la résurrection finale? 5000 ans, 10 000 ans, 1 million d'années, 1 milliard d'années? Ça ne voulait plus rien dire du tout, mais rien dire du tout. Et là, en pensant à ça, et étant donné que j'étais dans ce non-temps quelque part, oui, quelque part, j'ai eu peur que ce non-temps soit indéfini. Je ne peux pas vous expliquer. Et c'est là que j'ai vu une pointe de lumière. Je dis tout le temps, vous voyez, il faut s'imaginer un ciel d'encre. Et on voit simplement une petite étoile. Rien que la présence de cette petite étoile, on n'est plus seul, c'est fini. Et moi, cette pointe de lumière-là, c'était quelque chose d'énorme pour moi. Et à partir de ce moment-là, j'ai été propulsée à toute vitesse vers cette lumière. Alors, je ne sais pas s'il y a ce tunnel dont on parle tant, ou si la vitesse crée comme un vortex. Voilà. Et j'ai eu ce sentiment, évidemment, de tunnel, d'une vitesse énorme. J'ai entendu des bruits assourdissants. J'ai vu des lumières violentes. Tout s'est apaisé. Tout s'est apaisé. Je sentais des présences, c'est difficile d'avoir les mots. Je sentais des présences diaphanes autour de moi. Je ne pouvais pas voir leurs traits, parce qu'en même temps, ils étaient irradiants de lumière, mais ces personnes étaient là. Et puis, j'allais très très vite. La lumière a pris tout l'horizon et je suis rentrée dans la lumière. Le plus beau moment de la vie.
le plus beau moment de ma vie. Vous savez, quand j'entends des personnes qui ont vécu cette expérience dire ça, je sais ce que ça veut dire. Parce que vous rentrez dans la lumière, vous rentrez dans l'amour. Alors ici sur la Terre, on a une conception de l'amour, je dirais, erronée. Parce que l'amour, c'est l'amour que j'éprouve pour mon mari, pour mes enfants, pour mes amis. Mais en même temps, c'est comme si on leur donnait de l'amour, mais on tend l'autre main pour en avoir autant. C'est le propre de l'amour humain, je dirais, c'est déjà énorme. Mais de l'autre côté, c'est comme si je rentrais dans un bain, dans un océan d'amour. Et plus tard, j'essayais aussi d'expliquer ça aux personnes qui étaient autour de moi. Si je voulais, par exemple, expliquer à mes enfants, admettons, qu'on puisse élever des enfants sans qu'ils connaissent ce que c'est que de l'eau. Admettons, hein, parce que c'est pas possible. On pourrait leur dire H2O, la belle histoire. On pourrait dire c'est un élément fluidique, plus ou moins chaud, etc. On pourrait les mettre dans un bain ou dans la mer. On pourrait dire là, je connais, je sais ce que c'est que de l'eau. Et non. Pour savoir ce que c'est l'eau, il faut devenir l'eau. Devenir la substance de l'eau. Et là, je suis rentrée dans l'amour et par un miracle, par une espèce d'osmose, je suis devenue l'amour. Et c'est formidable parce que on est imprégné d'amour, on ne fait qu'un. Et ce sentiment d'unité que je n'ai jamais connu ici sur la Terre, moi, et sans perdre la notion d'être moi, c'était comme si ce que j'étais pouvait s'agrandir aux dimensions de l'univers. Et j'étais tout, quoi. Et le tout était en moi, et moi j'étais en tout, et ça ne faisait qu'un. Alors je comprends que c'est... J'éprouve, si vous saviez combien de frustration je peux éprouver pour expliquer tout ça. Mais finalement, si on me demande, pour moi, qu'est-ce que c'est que Dieu, quelque part, entre guillemets Dieu, pour moi c'est l'amour, la vie, l'unité, la connaissance, le mouvement, la puissance, et tout ça, quand on rentre dedans, on le devient en même temps. Maintenant, je sais qu'on est une onde de la grande symphonie universelle. Voilà. Hein. Si on pouvait imaginer ce qu'on appelle Dieu comme un immense soleil, je suis un rayon de ce soleil-là. Mais dans ce rayon-là, il y a toutes les fréquences. Il y a ce qu'on peut appeler notre conscience humaine, qui ne peut voir que ce que je vous vois en ce moment, hein, qui ne peut ressentir, parler, imaginer, voilà, notre intellect, etc. Mais on pense que c'est tout ce qui existe en nous, de nous, ça. Mais quand on est sorti de notre corps et qu'on est dans notre véritable essence, c'est une essence, quoi, spirituelle, elle comprend bien sûr toute cette partie, cette conscience humaine, mais elle va bien au-delà. Alors après, je suis obligée de dire et après, et après, et après. C'est pas comme ça que ça se passe. Hein. Tout est là en même temps. Je suis rentrée dans cette lumière, mais dans cette lumière-là, j'étais accueillie par des êtres dans un très beau jardin que je n'ai jamais vu sur la terre et que je reconnaissais. Pourquoi? Et alors je me suis trouvée très 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 petite devant eux parce que je savais qu'ils voyaient tout ce que j'étais, qu'ils voyaient que j'étais comme un livre ouvert pour eux. J'aurais évidemment eu envie de ne leur montrer que les beaux côtés de ma nature, de mon caractère, voilà. Et je me suis trouvée dans un très 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 beau jardin. Alors j'ai vu qu'il y avait d'autres fleurs. L'herbe, si je voyais de l'herbe, c'était magnifique parce que dans cet état-là, tout vivait. Je voyais les fleurs, je voyais encore, si vous voulez, d'autres subtilités de couleurs, de tonalités de couleurs. Et dans les feuilles, je voyais la vie à l'intérieur. La vie pulsait partout. Je me suis assise près d'un ruisseau. Je ne peux pas dire autrement que c'était de la lumière d'eau. Et je regardais avec émerveillement tout ce qui vivait en ayant le sentiment, parce qu'on dit tout le temps que l'homme est au sommet de la création, etc. Oui, bien sûr, je pense que sur un certain niveau de
d'intelligence peut-être, mais à ce moment-là, eh bien, je n'étais pas plus importante qu'une fleur, qu'une note de musique, je ne sais pas moi, qu'un brin d'herbe, parce que j'étais la vie qui circulait dans tout, quoi, tout simplement. C'était fantastique, ça. Et là, j'ai vu mon petit frère qui est venu vers moi. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que à 10 ans, bon, je suis que l'aînée d'une famille de 5 enfants. Je suis née en 41, en 44, j'ai un frère qui est né, en 46 aussi, et en 1951, donc j'ai ce petit frère-là qui est venu au monde et qui nous a quittés à l'âge de 7 mois. Il avait eu ce que maintenant les docteurs, les personnes qui travaillent dans le médical savent, la toxicose, qui est un virus qui s'attaque aux intestins très fragiles des enfants. Et à ce moment-là, on mourait de déshydratation en quelques heures. On a trouvé le médicament. C'est 1 an après qui aurait pu le sauver, mais 1 an après. Donc il est décédé en 2-3 jours, mon petit frère. Pour mes parents, ça a été... Oui, quand j'y pense, c'est toujours là. Et donc c'est vrai que je pensais à lui. Je me rappelle même, lorsque j'avais 11 ans, quand il est parti, j'étais sa petite maman parce que, si vous voulez, la différence d'âge faisait qu'à 11 ans, je me sentais une petite maman pour lui, vous voyez. Et donc, je me rappelle quand il est parti, une fois j'ai pleuré dans les bras de monsieur le curé parce que je lui ai dit comment Bernadette, elle a eu la chance de voir la Sainte Vierge. Moi, je ne demande qu'une chose, c'est de voir une seule fois mon petit frère. Alors, bien sûr, avec plein de compassion, il m'avait pris dans ses bras. Il m'avait dit, tu sais, ton petit frère sera toujours dans ton cœur, tu le reverras plus tard, la belle affaire, etc. Mais voilà, c'est ce qu'on disait à ce moment-là. Et je ne pensais jamais que, des années après, je reverrais mon petit frère, qu'il n'était plus un bébé à ce moment-là, c'était un adulte. Plus tard, je me suis dit, tiens, Pierre, quel âge il devrait avoir? Bon, moi, je le situais à 18 ans, et c'est vrai qu'il devait avoir 17-18 ans à ce moment-là. Irradiant de lumière. On peut me dire avec raison, mais enfin, comment vous pouvez être sûr que c'est lui? Parce qu'un petit bébé, les traits changent quelquefois, c'est plus du tout les mêmes traits. Alors, moi, je dis tout le temps, même si le monde entier est contre moi, si vous saviez ce que je m'en moque, parce que je sais. Pourquoi je sais? Je pense que c'est une reconnaissance d'âme à âme. Je me suis trouvée dans ses bras. Alors, quand j'étais dans la salle d'attente, j'ai mis ma main sur l'épaule de mon beau-père, ma main a traversé son corps. Quand j'étais dans les bras de mon petit frère Pierrot, il était solide, et moi aussi, comme on peut l'être tous les deux en ce moment. C'est plus tard, bien plus tard, qu'en lisant des livres qui traitent de spiritualité, de l'anatomie spirituelle du corps humain, que j'ai pu comprendre que nous étions tous les deux sur la même dimension, et que ce qui faisait sa réalité, parce qu'on vibre à des fréquences différentes, et moi je vibrais à la même réalité que lui, eh bien, voilà, on était comme si on était sur ce plan-là. Par contre, l'échange que j'ai eu avec lui, moi je suis tentée de dire, il m'a dit ceci, je lui ai répondu ça, mais c'est autre chose. C'est même au-delà de la télépathie. La télépathie, c'est émettre des pensées, des sentiments, et puis l'autre le reçoit, et puis voilà, quoi, c'est un échange comme ça. Ça va encore plus loin, parce que là, on échangeait, je devenais lui et il devenait moi. Alors, je me rappelle que je lui ai dit, entre guillemets, tu ne te rends pas compte si papa et maman, s'ils étaient là, qu'est-ce qu'ils seraient heureux de te voir? Et c'est là qu'il m'a dit qu'il nous avait toujours guidés, toujours aimés, toujours suivis. Et j'en étais très émue, vous savez, Christophe, parce que c'est facile de dire ça, mais il nous aimait à la dimension de l'univers. Nous, après une telle expérience, je peux dire que l'amour humain, aussi bien l'amour le plus profond qu'on peut avoir pour son conjoint, et pour ses enfants. Et je n'hésite pas de dire que l'amour d'une maman pour ses enfants, c'est peut-être l'amour le plus altruiste qui peut exister, parce qu'on donnerait sa vie pour un enfant, voilà, sans hésitation. Eh bien, même ça, par rapport à la qualité de l'amour de l'autre côté, c'est rien. C'est rien. Alors, quand je vous disais que mon frère nous aimait à cette dimension d'amour, je veux dire par là qu'il ne nous aimait pas avec jalousie, avec possessivité, il nous aimait pour nous, pour notre bonheur.
Et j'ai rencontré le frère de mon mari. Alors bon, Michel avait 14 ans quand son frère est décédé. Et nous nous sommes rencontrés bien après. Donc je n'ai jamais connu Jacques physiquement. Je ne l'ai vu que par photo. Souvent, je taquinais mon beau-père parce que je disais, papa, vous ne pouvez pas renier vos gamins, vous, hein, parce qu'ils se ressemblent tous très, très, très fort. Et quand Jacques est venu vers moi, je l'ai reconnu immédiatement. Ça aussi. Mais presque tout, je peux dire que je donne l'impression d'une succession, et ceci, cela. C'est ça qui est difficile parce que tout est là, tout se fait instantanément. Et là, je sais que j'ai vu, je ne peux pas vous dire comment ça se fait, c'est là. Je voyais la terre, j'ai vu comme si le commencement de la terre, je voyais des géants qui parcouraient la terre. J'avais une information, mais très, très, très rapide, de civilisations disparues. J'ai entendu parler de l'Atlantide. Ça ne m'intéressait pas. Vous savez, j'avais entendu parler de l'Atlantide en 6e, dans mes études au lycée, très rapidement, quoi, parce que Platon avait parlé de l'Atlantide. Mais c'est tout. Je n'étais pas intéressée par tout ça. Bon, on me disait que Dieu, et ça, je ne l'oublierai jamais, Dieu était la force, la vie et le mouvement. Que tout ce qui allait dans le sens de l'unité, c'était bien. Nous, aussi bien en médecine que tout, on fragmente les choses. Mais de l'autre côté, tout est un. Oui, oui, elle est applicable. Si on fait l'effort de dépasser, par exemple, bon, j'ai grandi dans la religion catholique. Si j'avais été en Afrique, j'aurais été musulmane. Si j'étais née en Inde, j'aurais été bouddhiste. Si j'étais née en Chine, j'aurais peut-être été bouddhiste ou taoïste. Voilà. Donc, et il y a automatiquement dans chaque religion ou philosophie, pour moi, il y a cette partie dogmatique, il y a des trésors dans tout, mais il y a aussi la partie qui a été remodelée un petit peu par les hommes, toute cette partie donc un peu dogmatique, etc., quoi. Et si on est capable de dépasser ça, si on me demande maintenant, Madame Dron, quelle est votre religion? L'amour, tout simplement. L'amour qu'on doit trouver à travers tout. Cet amour et cette sagesse, cette connaissance. Et moi, je fais une grande différence entre la religion et la tradition. Parce que la tradition, pour moi, c'est la sagesse qui est là depuis la nuit des temps et qui circule, qui est la sève. Souvent, je dis, bon, il faut s'imaginer un chêne. La sève coule à travers le tronc, à travers les branches, à travers les feuilles. Toutes les branches et les ramures peuvent être des religions, des traditions différentes, mais c'est toujours la même sève qui est à l'intérieur. Et si on s'élève au-delà des dogmatismes, des institutions, de ce que les hommes en ont fait, si on s'élève au-delà de ça, on retrouve cette source-là. Et dans cette source-là, c'est l'unité, c'est l'amour, c'est tout. Et pour ça, j'ai compris, surtout quand on m'a demandé de faire en présence d'un aide, j'en reparlerai après, que j'ai fait le bilan de ma vie. J'ai compris que l'important, cette expérience-là m'a fait comprendre que l'important, c'était de se connaître soi-même. Parce que j'étais au-delà de l'ego, de ce qu'on pourrait dire l'ego. C'est-à-dire, bon, la partie qu'on connaît bien, bon, cette petite Nicole qui peut être en même temps peut-être quelqu'un de bien, mais aussi quelqu'un qui peut être par moment égoïste ou jaloux, ou ceci ou cela, ou qui a besoin d'être connu, d'être aimé, etc. Il n'y a rien de mal en ça, en soi, sauf quand on est trop dedans, quand on est trop attaché à l'apparence, etc., ou aux besoins matériels, quand notre cœur est complètement dedans. Alors là, on pense qu'on vivrait, qu'on est libre. Pas du tout. Il faut une telle expérience pour se rendre compte que ce qu'on pense être nous, ce n'est qu'une pelure d'oignon de nous. C'est pas nous. Nous, on est tellement
tellement plus grand, tellement mieux que ça, tellement au-delà de toutes ces lèpres humaines quelque part. On est au-delà. Oui, bah, vous savez, il n'y a pas tellement longtemps, la semaine dernière, j'ai un de mes petits-fils qui a 23 ans. Je le taquinais, je lui disais: «Bon, est-ce que tu te projettes dans l'avenir et plus tard tu auras des enfants?» Il me dit: «Non mamie, j'aurai pas d'enfants». Je dis: «Pourquoi tu aimes pas les enfants comme ça?» «Mais si, tu sais bien que j'aime les enfants, au contraire, j'adore les enfants, mais regarde l'avenir que nous, on peut avoir et nos enfants. À l'occasion, il n'y a pas d'avenir». Et j'ai trouvé vraiment, vraiment dommage de vivre cette période en ce moment, cette période où alors tout l'espoir nous est et c'est par la folie des hommes, c'est pas Dieu qui veut tout ça, c'est nous, qu'est-ce qu'on fait de ce qui nous a été donné, quoi. Et c'est ce que je me suis posé la question après, et qu'on me pose d'ailleurs la question avec justesse: pourquoi Madame Drancy, de l'autre côté, c'est si beau, c'est si pur, voilà, si innocent, pourquoi si on est ça, pourquoi on vient là, quoi? Quel est le but de cette vie? Qu'est-ce qu'on vient faire là? C'est vrai que pour moi, c'est un grand point d'interrogation. Je le dis à ma manière, je pense à ma manière, mais ça, évidemment, ça peut évoluer. Je pense qu'on a peut-être besoin d'expérimenter. La vie, c'est aussi le mouvement. Je pense et quand on vient sur la Terre, quelque part, on épouse les vibrations de la Terre. Elles sont tellement denses, ces vibrations-là, bien que ça nous fait oublier qui on est vraiment. Et que peut-être que notre devoir, notre but, c'est de redécouvrir qui on est vraiment pour spiritualiser la matière. Mais je pense qu'on m'a montré de l'autre côté que j'avais déjà vécu plusieurs fois sur la Terre. Donc pour moi, j'étais élevée dans la religion catholique, on ne parle pas de réincarnation. Mais pour moi, c'est une évidence maintenant. Hein. Et je vais même plus loin que ça. Je dis qu'il ne faut même pas se disputer pour le concept de réincarnation, parce qu'au niveau de l'absolu, il n'y a même pas de réincarnation. Tout se fait en même temps. C'est encore un autre concept. Hein. Tout est là en même temps. Mais quand on revient dans la troisième dimension, il y a un avant, il y a un après. Mais sinon, tout est en même temps. Et j'ai eu quelques discussions avec le père François Brune en son temps, quand il vivait encore, et il disait qu'importe qu'on croit à la réincarnation ou pas, là, le principal est de sanctifier la part d'humanité qu'on a en nous. Je suis d'accord pour ça. Mais il faut savoir, et pour moi ça a été une grande grâce cette expérience, même si ce n'est pas toujours facile à vivre, c'est une grande grâce de me rendre compte que je ne suis pas que cette Nicole-là de chair, voilà quoi, hein, qu'il y a une partie de moi qui est bien au-delà de ça. Et que c'est cette essence spirituelle, c'est elle qui devrait, j'aime pas dire le mot diriger, mais au moins guider nos vies. Ça nous amène vers le bonheur, ça. Tandis que d'écouter tout le temps notre ego, qui veut tout le temps s'approprier des choses, qui a besoin de tout pour être heureux, qui nous mène dans un monde de consommation, de pouvoir, de domination, etc. On en est là en ce moment, on en est là. Et c'est ça qui cause tous ces malheurs-là. C'est ça qui fait que notre jeunesse actuelle, elle n'a plus envie de se projeter dans l'avenir. Alors que si on écoutait cette dimension spirituelle en nous, ça nous amène vers le bonheur parce que ça nous libère de tout ça.